Alors, une fois qu'on s'est un petit peu présenté, ce que j'ai prévu de vous partager, c'est déjà un petit peu, les fausses croyances qu'on peut avoir parfois sur les ateliers. Ensuite, on parlera, alors j'ai prévu de me vous mettre en petits groupes. Cette partie petit groupe ne sera pas enregistrée et ne sera pas diffusée sur YouTube, bien entendu, pour que vous puissiez, peut-être faire connaissance entre vous et puis échanger, quelques éléments, pour introduire un peu le sujet. Et ensuite, on parlera, des moi, ce que j'ai identifié, ce qui est parfois pas visible, parce qu'on voit pas forcément, et c'est surtout par rapport à des échos que j'ai de clients qui me disent: «Mais il y a ça qui marche pas d'habitude dans les ateliers» et cetera. Et donc l'idée, c'est que je puisse vous partager un petit peu ces 5 trucs-là et puis ensuite des ressources complémentaires pour aller plus loin. Alors, c'est parti. Donc ce que je vous propose déjà pour commencer, comme je vous le disais à l'instant, c'est que vous puissiez, échanger en binôme, sur, les moments ratés. Qu'est-ce qui a foiré? Est-ce que c'est lors d'une réunion ou bien, lors d'un atelier que vous avez animé ou bien que vous a ou dans lequel vous étiez, présent ou présente? Pour pouvoir un petit peu lancer la discussion et puis ensuite on fera une petite restitution, donc soit à l'oral, soit par écrit comme vous préférez, par rapport à ce que vous avez raconté. Hop, bon retour. Alors, est-ce que vous avez partagé des choses intéressantes sur, ce qui aurait raté? Pourquoi? Est-ce que vous avez identifié un petit peu ce qui allait pas? J'ai revu les groupes, hein, Céline, tu t'étais retrouvée toute seule, donc je t'ai redispatchée. Hop. Qui est-ce qui souhaite partager? Soit dans le chat, soit en ouverture de micro, comme vous préférez. Ouais, moi je veux bien partager. Peut-être que Nicolas, et Anne-Sophie, vous pourrez, enrichir si j'ai pas tout, correctement noté. Déjà merci Carole pour, ce premier exercice, tous ensemble. Nous, de notre côté, ce qui est ressorti, c'est que, heu, là, on rencontre de la difficulté qui fait que ça potentiellement, ça peut ne pas marcher. Donc un atelier, c'est, au niveau de la transmission des consignes, si elles ne sont pas claires. Euh, Également, la méthodologie employée versus le résultat attendu, qui parfois n'est pas adéquate. Mmh. L'engagement du commanditaire et des parties prenantes. Ça rejoint aussi le manque de cadrage potentiel en amont, qui en cascade pourrait impacter aussi ce qu'on a identifié comme le manque de préparation. Si on arrive mal préparé, on prend un risque. Voilà. Et après, on avait une partie sur l'énergie, la posture pas assurée, pas assez convaincue et convaincant. Quand on a un potentiel participant détracteur, comment agir et réagir. Et enfin, sur la partie timekeeper, c'est-à-dire comment arriver à couper court à des conversations philosophiques qui parfois ne nourrissent pas le collectif et qui fait que du coup, le temps file et c'est contre-productif. Voilà. Yes. OK. Et Anne-Sophie, tu as peut-être envie de rajouter par rapport à tes élèves le cas aussi où tu t'étais délocalisée. Ouais, oui, exactement. Moi, c'est alors à un moment donné, c'est le cadre, hein, typiquement, il m'a échappé en fait, parce qu'à un moment donné, il faisait beau et donc du coup, les étudiants ont proposé de faire la suite de l'atelier dehors, ce qui était Ouais. complètement faisable, sauf que j'avais pas anticipé le fait que les autres étudiants seraient en pause en même temps que nous, on continuerait. Ah ouais. Et là, du coup, le cadre, alors ça a été, hein, ça s'est géré, mais après coup, en refaisant, j'ai dit, alors là, non, 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 cadre, 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 on revient dessus. Et effectivement, j'ai senti que là, ça glissait un peu et que bon, après, j'ai assez vite mis la pause. De toute façon, elle n'était pas très loin, mais j'ai eu ce petit 10 minutes où j'aurais voulu absolument terminer un truc où finalement, bon, ça a pataugé un peu, quoi. C'est ça. OK, ça marche. OK. Merci beaucoup à toutes les 2 pour, pour ce riche, partage. Effectivement, bon, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout voir parce qu'il y avait beaucoup de choses, mais clairement, je vous rejoins. OK, et Émilie nous dit dans le chat: «Quand on a l'habitude de faire des ateliers avec les mêmes personnes et qu'on fait ensuite ponctuellement des ateliers avec des personnes qui ne sont pas habituées à ce format collaboratif, j'ai parfois plus de mal à engager tout le monde. Ils n'ont pas tous pour l'habitude d'être actifs par rapport à une réunion classique et peuvent rester passifs». OK, effectivement, donc il y a aussi des choses qui viennent rejoindre un petit peu aussi la culture d'entreprise et c'est vrai que tout le monde n'a pas cette culture, de l'atelier, ce qui peut parfois aussi poser problème, effectivement.
Ok, est-ce qu'il y a d'autres points à ajouter? Ok, bah c'est déjà beaucoup, hein. Merci en tout cas. Et en fait, pour rebondir, c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous avez partagé parce que c'était beaucoup des notions de gestion de l'humain, enfin, ce genre de choses qui ressortaient, j'ai l'impression, dans l'ensemble, dans les grandes lignes. Euh, de cadre, de préparation, de choses comme ça. Et en fait, souvent, ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, peu importe, et moi aussi, hein, je fais des posts là-dessus, il n'y a aucun souci, mais c'est souvent ce que les gens pensent qui fait que c'est un bon atelier, c'est déjà le truc qu'on voit souvent, c'est les ateliers post-it, quoi. C'est c'est assez fréquent que même soit j'arrive sur des prestats où il y a déjà eu des ateliers post-it où les gens sont un peu écœurés, soit quand on me demande par exemple un devis, une proposition commerciale sur un atelier en particulier, du coup on me dit bien ah oui mais faudra faire gaffe à ça, faudra parce qu'en fait ils ont déjà eu des expériences là-dedans, de plus en plus, en tout cas, de plus en plus d'entreprises ou d'assauts, collectivités, peu importe, ont déjà de plus en plus d'expériences de ce type-là qui ont parfois échoué parce que c'était juste des ateliers post-it, mais il y avait justement ces choses-là que je voulais vous partager qui n'étaient pas forcément présentes. Ensuite, on voit aussi souvent des trucs icebreaker super fun, activité super sympa, on va s'éclater, etc. Mais c'est quoi le fond, c'est quoi l'intention? Il n'y a pas forcément de choses très cadrées et très préparées là-dessus. On n'utilise pas un atelier, un icebreaker ou une activité juste parce qu'elle est fun. Si en plus elle est fun, c'est cool, mais c'est pas la finalité du truc. Et ensuite, on parle souvent aussi beaucoup des outils. Est-ce que c'est mieux Miro? Est-ce que c'est mieux Mural? Est-ce que c'est machin, etc. Oui, ok, c'est très bien, c'est des outils, c'est important de faire les bons choix, mais c'est pas l'outil qui va faire que l'atelier est bien ou pas. Et du coup, ce que je voulais vous partager, c'est que moi, au début, quand j'ai commencé à faire de la facilitation, j'ai été plongée dedans un peu comme ça, par hasard, lors d'un projet. J'étais designer d'expérience utilisateur quand j'étais salariée. C'était il y a plus de 12 ans maintenant. En tout cas, dans mon métier, il commençait à y avoir des ateliers qui commençaient à arriver. On m'a dit, bah, tiens, Carole, tu vas faciliter cet atelier avec ce client pour récolter les besoins qu'ils ont par rapport à une conception de site web qu'ils ont à faire. Et donc, on m'a dit, tiens, il y a cet outil, il y a cet outil. Et je me suis dit, ah ouais, mais c'est cool, en fait, on peut aussi pas juste faire un truc classique où on dit, bonjour, vous avez besoin de quoi? Et il y a des outils, en fait, pour le faire. Il y a des outils très concrets. Et donc, j'étais un peu excitée face à la découverte, effectivement, de ces nouvelles activités. Mais en fait, j'avais pas forcément compris effectivement ce que vous avez dit aussi, c'est que ça se joue aussi beaucoup par rapport à l'humain. Et en fait, je me rends compte qu'avec le recul, après toutes ces années, ce qui me sert le plus, au final, c'est ce que j'ai appris quand j'ai fait mon master de psychologie ergonomie. Et en fait, c'est tout ce qui va être l'écoute active, les relances des personnes voilà, en situation de groupe, tout ce qui est dynamique de groupe, enfin, tout ce qui est gestion de l'humain, c'est des choses qui me servent énormément au quotidien et que j'avais pas forcément identifié à l'époque. Donc oui, effectivement, les outils, c'est important, mais c'est vrai que le combo bon outil plus gestion de l'humain, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant. Ça vous parle, ça? Ouais, carrément. Merci, Cool. Carole. Alors, du coup, alors, comme on n'a pas énormément de temps ensemble, j'ai prévu de vous présenter 5 choses que je trouve importantes, sachant qu'il y en a des milliers d'autres, hein, bien sûr, mais en tout cas, c'est 5 qui sont déjà identifiées. Le premier, franchement, c'est pour moi un des plus importants, c'est l'intention. Si on n'a pas l'intention de base, ce à quoi va servir l'atelier, etc., en fait, c'est là qu'on va faire des icebreakers fun, des trucs fun. Ouais, c'est cool, mais c'est pas ça qui va faire que l'atelier va bien se passer. Hop, alors concrètement, c'est quoi l'intention? Donc souvent, le problème que je vois, c'est
on ne sait pas bien où on va, on ne sait pas exactement ce qu'on veut. C'est souvent les problèmes que je vois quand on débute dans la facilitation. Et moi, certainement, j'ai certainement dû faire la même chose au début. En tout cas, c'est vraiment de ne pas savoir exactement ce qu'on veut. Et ça, c'est souvent dû, effectivement, vous l'avez dit, par rapport à un cadrage qui est souvent trop flou. On n'a pas suffisamment parfois bien questionné, soit les clients si on est prestataire, soit si c'est en interne, même les parties prenantes avec qui on travaille. Et ça, c'est pour ça qu'il faut bien questionner ce qui se cache derrière, dans quel contexte ça va se jouer, quel est le contexte plus large dans lequel ça va se jouer, parce qu'un atelier, souvent on l'oublie, je l'ai mis je crois dans le point 5 aussi, souvent on l'oublie, un atelier, ça sert un projet ou quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus grand. Et ça, souvent on l'oublie. On dit juste, on va faire un atelier pour trouver des idées. Ok, c'est cool, mais en fait, les idées, ça va servir à quoi concrètement? Quel est le niveau d'idées qu'on peut avoir? Est-ce que c'est juste des idées sur des post-it qu'on a priorisées? Est-ce que c'est carrément un prototype carton, bout de scotch? Voilà. Et des idées, c'est bien, mais c'est à quel niveau? C'est quoi le livrable final? Qu'est-ce qu'on attend, etc. Donc ça va aussi être dans le cadrage. Donc c'est quoi l'intention? À quoi ça va servir? Et comment ça va s'intégrer concrètement dans le projet de manière beaucoup plus large? Donc voilà, faut vraiment que les objectifs soient réellement clairs et que ce soit mis d'accord avec les personnes qui sont concernées pour l'atelier. Et en fait, l'intention, c'est donc l'intention de l'atelier, mais c'est aussi l'intention de chaque exercice qu'on va ou chaque activité qu'on va devoir faire. En général, un atelier il est constitué de plein de petits moments avec plein de petits exercices, plein de petites activités qui vont s'enchaîner les unes les autres. Il faut qu'il y ait une suite logique entre ces différentes activités qui vont servir effectivement l'intention ou l'objectif final, mais chaque aussi petite activité va aussi avoir son propre objectif et va s'enchaîner comme ça. Il faut qu'à chaque fois que l'intention, elle soit là pour l'activité en question, mais aussi pour servir le plus grand, l'objectif beaucoup plus grand. Et quand on disait tout à l'heure les icebreakers fun, c'est souvent qu'en fait l'objectif il n'est pas clair et qu'on ne sait pas clairement ce que ça va faire derrière. Donc un icebreaker qui n'est pas juste fun mais qui sert quelque chose, il sert aussi une intention. Est-ce que l'intention dans les icebreakers, c'est que les personnes fassent connaissance parce qu'elles ne se connaissent pas bien? Est-ce que c'est de se mettre d'accord sur une vision commune d'un truc? Est-ce que c'est d'introduire un concept théorique qui va me servir par exemple sur une formation ou bien un séminaire sur un certain sujet? Est-ce que c'est de lancer par exemple une séance de créativité? Donc tout ça, ça va être défini par rapport à votre intention globale et par l'intention des petits morceaux. Donc ça, c'est le premier point qui est hyper important, c'est l'intention. Ensuite, deuxième point, c'est la sécurité psychologique du groupe. Si votre groupe il n'est pas en sécurité, qui sait pas, qui se sent pas à l'aise pour dire vraiment les choses, etc., ça va être compliqué. Donc le problème fréquent que je vois souvent, c'est sur les personnes que j'accompagne là-dessus, c'est que on me dit les gens osent pas vraiment dire les choses, ou bien après il y a aussi sécurité psychologique, c'est soit ils osent pas dire les choses, soit j'aurais pu rajouter aussi c'est déséquilibré. Donc il y a des personnes qui vont beaucoup parler, d'autres beaucoup moins. Donc en fait, comment est-ce que je rééquilibre un petit peu tout ça pour que ce soit un cadre serein dans lequel toutes les personnes puissent s'exprimer? Donc du coup, pour ça, il y a le premier point, c'est le cadrer le temps collectif. Donc ça, j'avais fait un webinaire, je crois qu'il y avait certaines personnes là, qui étaient présentes aussi. Donc je vous ai mis le lien YouTube là si vous voulez aller voir. Vraiment que sur le cadrage, où je vous ai présenté quelques outils de cadrage très concrets, etc. Mais en tout cas, c'est bien les règles. C'est un peu ce que tu disais Anne-Sophie, c'est que du coup, je pense que tu avais des règles qui étaient certainement mises quand tu étais dans la salle. Et après, quand tu es sorti dehors, les règles ont changé parce que du coup, le cadre a changé. Et du coup, peut-être qu'il y a des paramètres extérieurs que tu n'avais pas forcément pris en compte et que et que du coup, ça t'a été un peu prise de court et que ça a certainement dû jouer sur le cadre qui était posé au départ. Donc en fait, ça, le cadre, c'est hyper important. Et c'est quelque chose qu'on va co-construire justement avec les personnes qui sont présentes dans l'atelier. Ensuite, il y a la posture de facilitation. Vous en avez, quand tu as présenté un petit peu les idées que vous aviez eues, il y a la posture aussi qu'on peut avoir.
quelle posture on a quand on facilite un atelier? Déjà être dans une posture d'écoute active sans jugement, de recadrage, de faire en sorte qu'il y ait la place pour tout le monde, que les personnes qui osent pas s'exprimer, peut-être essayer de commencer à essayer de tirer les fils pour qu'elles puissent se sentir à l'aise pour parler. Les personnes qui parlent un petit peu trop, essayer de faire en sorte qu'elles parlent un peu moins, etc. Et aussi, il y a plein de techniques qui existent d'anonymisation avec des outils et des techniques d'animation qui permettent de faire ça. Anonymiser, comme par exemple, le vote à gommette, ça peut bien marcher, seulement il est aussi problématique parfois. Ça dépend du contexte, mais il peut être aussi problématique parce que les gens vont avoir un biais cognitif qui s'appelle le biais de, pas de confirmation, le biais de, j'ai plus le nom, pardon, mais enfin le fait de suivre de conformité, voilà, le biais de conformité, le fait de suivre en fait tout ce que les personnes disent. Donc c'est-à-dire si on voit beaucoup de gommettes sur un post-it, on va dire ah tiens, ça veut dire que tout le groupe il a mis ça, je vais regarder ce que c'est. Ah oui, d'accord, moi je suis d'accord. C'est qu'on ne veut pas ne pas faire comme les autres. Donc les gommettes, c'est une bonne idée parce qu'on peut se dire que c'est un peu anonyme et encore que on peut regarder ce que les autres ils ont mis, etc. Mais il y a d'autres techniques qui existent. Comme par exemple, moi j'utilise parfois la technique des billets de Monopoly, donc j'imprime des billets de Monopoly et ensuite je donne une liasse de billets à chaque personne et ensuite j'ai des enveloppes avec sur chaque enveloppe l'idée qui est notée dessus et après chaque personne met des billets dans l'enveloppe en question et met le nombre de billets qu'elle veut avec le montant qu'elle veut. Et en fait, c'est pas parce qu'une enveloppe elle a une grosse liasse qu'elle va être très chère. Ça peut être que des billets de 5 euros, alors qu'il y a peut-être une autre enveloppe qui aura 3 billets, mais ça sera des billets de 500. Donc en fait, il peut y avoir des techniques d'anonymisation ou des choses qui permettent justement au groupe de parler, de voter, enfin voilà, sans être influencé par les avis des autres. Donc ça, c'est le deuxième point, sécurité psychologique. Est-ce que vous avez besoin qu'on fasse une petite pause déjà sur ces 2 points ou est-ce que ça va? Très clair pour moi. OK. Moi aussi. OK, bon, je continue alors. Tac. Ensuite, il y a un autre point, c'est le rythme maîtrisé. Donc ça, le rythme, c'est hyper important parce que si c'est pas bien rythmé, clairement votre atelier, il va ça va enfin voilà, ça va pas fonctionner. Ça peut être un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le manque d'engagement, je crois que c'est toi, Émilie, dans le chat qui disait ça aussi, c'est, le manque d'engagement, ce genre de choses. Donc le problème fréquent, c'est exactement ça, c'est manque de dynamisme et d'engagement des personnes. Donc c'est un truc un peu mou parfois, soit de par la culture, ça peut expliquer aussi, hein. Des fois, il y a juste pas la culture et ça peut être un peu difficile de les embarquer parce que pas l'habitude et la flemme et machin, et cetera. Donc ça peut être un peu plus complexe. Mais parfois, c'est juste parce qu'on n'a pas les bonnes méthodes justement pour bien rythmer son atelier. Donc là, c'est ce que vous disiez aussi en début de séance, c'est la préparation plus. Donc c'est hyper important d'avoir bien préparé. Vraiment, le travail de préparation, il est vraiment très important. Par exemple, quand je vends un atelier de 3 heures, ma préparation, elle peut prendre jusqu'à parfois une journée entière de préparation. Parce qu'en fait, quand je prépare, je vais préparer pardon, mon déroulé. Donc, ça veut dire aller chercher les bons exercices pour les beaux objectifs, etc., faire mon déroulé, vraiment timer à la minute près. Je vais dire, tiens, il y a 5 minutes pour ça, 10 minutes pour ça, 3/4 d'heure pour ça. Et je sais exactement à quel moment je vais m'arrêter, etc. Chercher les bons exercices, préparer le matériel, si j'ai des cartes à concevoir ou prendre du matériel à mélanger des trucs, inventer des trucs avec des dés, des jeux, des machins. Donc tout ça, je vais devoir le préparer. Ça va me demander du temps, le temps de découper les trucs, de coller, enfin voilà, toutes ces choses-là, de faire des paperboards dessinés pour que les gens remplissent, de faire des templates tout prêts à imprimer, comme ça les gens ils peuvent remplir directement. Donc tout ça, ça me prend énormément de temps. Et puis sans compter bien sûr, les réunions de cadrage avec les clients, et cetera, pour bien prendre le brief, pour être sûr qu'on va dans le bon sens. Donc la préparation, elle est vraiment très importante. Ensuite, ce rythme maîtrisé, c'est aussi l'alternance des temps.
C'est-à-dire qu'en fait, on évite en général de faire déjà des activités qui sont trop longues, en général au-delà de 30-45 minutes sur une même activité, sans qu'elle soit découpée, hein, je veux dire. Là, ça commence à être long pour les gens. Si on leur dit, vous réfléchissez pendant 45 minutes sur un truc, souvent les gens ils commencent à lâcher. En général, il faut, si c'est un truc qui prend du temps, souvent il est découpé en plusieurs petits bouts. Par exemple, dire, tiens, on va trouver des solutions sur tel sujet. Ok, il y a 5 minutes, on réfléchit en solo. Ensuite, 10 minutes, un quart d'heure, on va se mettre en binôme pour échanger. Voilà, ça peut être ce genre de truc. Et en fait, on séquence tout ça. Et c'est hyper important de bien séquencer. Et ce qui rejoint aussi la diversité des activités pour la diversité des profils. Il y a des personnes qui sont plus ou moins engagées dans certaines activités parce qu'il y a des appétences par rapport à certaines façons de fonctionner. Par exemple, ça marche, c'est encore plus vrai quand on fait de la formation. Quand on fait de la formation, notamment, par exemple, si on fait une activité où il y a un peu de compétition, il faut répondre à un quiz super vite ou des choses comme ça, mais il y a des personnes qui sont très attirées par ce genre d'activité parce qu'elles ont en elles des choses de compétition qui sont très importantes. Par exemple, il y a des personnes qui sont très intéressées par tout ce qui va être interconnaissance, relations, etc. Donc, tout ce qui va être activité en petits groupes, en binôme, etc., ça va être super. Tous les icebreakers, il faut apprendre des choses sur les autres, ça va être super. Donc, plus on va diversifier ces activités en fonction des appétences de chaque personne, sachant que dans un groupe, il y aura forcément une diversité de personnes qui sera très large, plus ça va être intéressante. Si par exemple vous faites imaginons, vous prenez que des activités où il y a des photolangages, donc c'est-à-dire des activités où il y a des visuels tout le temps, les gens qui ne sont pas visuels, au bout d'un moment, ils vont dire la barbe, ça me saoule, ça ne m'intéresse pas. Alors que si vous diversifiez, par exemple, un coup vous faites avec des visuels, un coup vous faites avec des mots, un coup vous faites avec autre chose, du coup là, ça va intéresser des gens qui sont un peu plus variés. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des questions. Je débite le truc, mais n'hésitez à poser des questions. Ok, en tout cas, c'est ce qui me vient là. Donc là, on a vu 3 points. Ensuite, il y a un 4e point qui est les contraintes. Des contraintes claires. Les contraintes, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, ça peut être aussi, je vais le rajouter, vous l'avez dit, les consignes claires. C'est des sortes de contraintes. Donc le problème fréquent qu'on a si on n'a pas tout ça, c'est souvent, vous l'avez dit, des discussions à la rallonge qui partent dans tous les sens, avec un mais moi je pense que si ça, nanana. Et alors là, vous en avez pour 2 heures. Enfin, franchement, si vous ne les arrêtez pas, c'est mort, vous en avez pour 2 heures. Donc là, ça peut être pas facile à gérer. Donc ça, il y a soit des techniques très simples en rappelant au cadre. Si on a bien cadré en amont, c'est pour ça que si vous faites ce truc de cadre là, de sécurité psychologique avec le cadre, franchement, ça va être beaucoup plus simple après de dire voilà, on avait dit dans le cadre que il fallait être concis. Là, on voit qu'on n'est pas concis, donc on va passer à la suite. Ou bien, le truc qui marche très bien, c'est le temps. Vous dites, voilà, je vois qu'il nous reste 1 heure, je vous propose qu'on avance. Ça marche très bien, ça vexe personne de dire juste il reste 1 heure, voilà. Après, il y a des techniques aussi de gestion de groupe qui existent, comme par exemple, s'il y a toujours des personnes qui discutent beaucoup, vous vous déplacez dans la salle, vous vous mettez à côté. Du coup, si vous êtes à côté, ils osent moins parler. Enfin, il y a plein de techniques qui permettent justement de rappeler le silence ou de rappeler, de recentrer les personnes sur le sujet qui nous intéresse. Et si l'intention de départ est super claire sur ce sur quoi on s'est mis d'accord, l'atelier va servir à ça, que la communication en amont de l'atelier, elle a été faite pour bien faire comprendre au groupe pourquoi on est là, parce qu'on ne fait pas un atelier juste pour se retrouver et s'amuser. Non, c'est qu'on a un travail à faire ensemble. Et donc, si l'intention de départ, elle est vraiment claire, normalement, on n'a pas trop de divergences inutiles. Hop. Je vais faire une petite faute. Donc, on n'a pas trop de choses trop inutiles. Et si vous voyez que ça
commence à partir, c'est de revenir à ça, dire: «Ah, vous vous rappelez, on avait dit qu'on allait parler de ça, je vous propose qu'on revienne à notre sujet». Et normalement, c'est OK parce qu'on s'est mis d'accord là-dessus. L'agenda, normalement, il est timé. Donc, en fait, vous savez que vous allez passer un quart d'heure là-dessus, 10 minutes là-dessus, 30 minutes là-dessus, et cetera. C'est timé, vous savez. Et en fait, moi, je mets les minutes, mais je mets aussi les horaires. Si ça commence à 9h, je dis, de 9h à 9h10, c'est ça. De 9h10 à 9h20, c'est ça, et cetera. Ce qui me permet aussi de ne pas avoir à calculer en live, dire: «Attends, 15 minutes plus nanana, sinon je me perds et c'est pas possible». Donc en tout cas, c'est bien aussi écrit les horaires sur lesquels on va passer d'une activité à l'autre. Sachant que je dis ça, mais l'idée, c'est que l'agenda, il soit timé, mais en plus, il faut rester agile et souple. Pas du tout difficile. Donc c'est timé, c'est des repères, en fait. C'est pour ça que votre préparation, elle est très bien faite en amont. C'est-à-dire que normalement, comme vous avez cherché plein d'activités, tout ça, vous avez potentiellement même des plans B, c'est-à-dire ou des choses qui peuvent sauter, se dire: «Tiens, bon, ce truc-là, je le mets, mais bon, franchement, si on le fait pas, c'est pas dramatique. On peut directement passer de ça à ça si on voit qu'il passe beaucoup de temps là-dessus». Enfin, faut pas hésiter à réajuster parce qu'en fait, on sait jamais ce qui va vraiment se passer pendant l'atelier. On peut jamais anticiper ce qu'ils vont vraiment raconter. Enfin, c'est assez fréquent qu'on doive remanier le truc en live et c'est pas grave et si ça peut être stressant pour certaines personnes, c'est de se dire qu'en fait, on peut aussi impliquer le groupe. C'est-à-dire que, par exemple, vous sentez qu'il y a un sujet qui est hyper important. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, des ateliers comme ça où j'avais prévu des trucs et je vois qu'en fait, on passe beaucoup de temps sur un truc, mais vraiment beaucoup de temps. Et là, je vois le temps qui défile et je commence à flipper, à me dire: «Mince, il me reste ça, voilà, c'est la misère». C'est pas forcément à moi toute seule de prendre la décision. Le groupe entier peut prendre la décision. Par exemple, c'est de dire, je vois qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer, pardon, hop. Le truc, ça peut être de responsabiliser le groupe, de dire: voilà, je vois que là, il y a un sujet qui a l'air très important pour vous, on y passe quand même pas mal de temps. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'avais prévu de faire ça derrière. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de passer plus de temps là-dessus et de faire sauter tel ou tel truc? Ou bien, on accélère sur ce sujet et on va plutôt passer du temps là-dessus. Et en fait, c'est leur proposer un peu des alternatives, de leur proposer des choses et en général, ils vont vous dire parce que c'est eux qui connaissent le sujet, en fait. Nous, on est censé avoir une posture quand même on est censé avoir une posture neutre sur le sujet, que ce soit les personnes qui sont dans l'atelier qui vont être, qui vont être là pour décider, en fait, de ce qui va se passer. Donc de les impliquer aussi dans le processus, c'est aussi intéressant parce que, vous, ça vous décharge. Voilà, c'est moins de stress de se dire: «J'ai une responsabilité à prendre sur ce qui va se faire par la suite» et en même temps, voilà, ça les responsabilise. Donc ça, c'est des choses que j'ai déjà fait aussi, dire: voilà, je vois qu'il reste, 2 heures, voilà, j'avais prévu de faire ça, qu'est-ce qu'on fait?» Ou bien, si je sais très bien, que ce truc-là, j'avais prévu en option, des choses comme ça, je peux aussi moi prendre la décision de sauter des trucs, de remanier des trucs et cetera, pour que ça rentre dans le timing qu'on s'était fixé. Et pour faire ça, le truc, c'est qu'il faut être très au clair sur c'est quoi l'intention, je reviens toujours à mon point numéro 1, c'est quoi l'intention finale de mon atelier? Si ça, c'est pas clair, je suis incapable de faire ça. Parce qu'on s'est pas bien compris sur c'est quoi l'intention finale et on peut être très focus sur des choses très, anecdotiques, très très micro, très, il faut faire l'atelier la petite partie sur ça, puis la partie sur ça. Non, en fait, si ça sert l'objectif global, si votre process, il change, c'est tout à fait OK. Donc voilà, ça, c'est hyper important. Et le dernier point, qui rejoint aussi ça, ça rejoint même tout, c'est les livrables qu'on va produire. Qu'est-ce qu'on va produire finalement? Qu'est-ce qui va nous servir dans notre projet au global? Et ça, les problèmes que je vois souvent, c'est, on part dans un flou, il y a aucune suite donnée à l'atelier. Ça, c'est souvent une des grosses plaintes que j'ai, des gens qui ont déjà vécu des ateliers qui ne marchaient pas bien. C'est, ouais, on a fait un brainstorming, bon, c'était sympa et tout, mais on n'en a rien fait derrière. On a fait un brainstorming, on avait, 10 000 idées, mais on ne sait pas laquelle il faut choisir. Voilà, donc ça, c'est qu'on n'a pas bien décidé c'est quoi le livrable derrière, à quoi ça va servir dans le projet, dans sa globalité. Donc en fait, il faut que les livrables, ça sert à produire une décision claire,
Ça sert aussi à se partager ce qui est dit. Par exemple, si vous faites des petits groupes, par exemple, de créer des petits templates, des petits canvas à remplir dans le petit groupe, ça permet de garder des traces. Donc, moi, je leur fais remplir les trucs. Je prends les photos sont dans le compte rendu, ils peuvent garder des traces de tout ce qu'ils ont raconté. Et même si après, quand on fait le partage du résumé de ce qu'on s'est dit, en fait, on a quand même gardé des traces de ce qui a été dans le petit groupe. Mais ce qui va compter aussi, c'est un peu de prise de hauteur par rapport au partage entre les groupes, etc. Donc ça, mais il y a des petits livrables intermédiaires et il y a des gros livrables. C'est ça qu'on veut garder à la fin de l'atelier, c'est ça qui va nous permettre de continuer dans le projet. Donc ces livrables-là, normalement, ils sont bien définis en amont. C'est ce que je vous disais au début. Un livrable, ça peut être, j'ai envie d'avoir 3 idées, mais sous forme de prototype. Ok, c'est-à-dire qu'à la fin, on a 3 protos de 3 trucs différents qui vont servir ensuite à nourrir le projet, qui vont être améliorés la fois d'après, je ne sais quoi. Donc ça, c'est bien défini en amont, on sait exactement où est-ce qu'on s'arrête. Et bien sûr, il y a dans les livrables, c'est aussi penser aux prochaines étapes. C'est déjà dire à la fin de l'atelier, à la fin de l'atelier, il y aura peut-être telle étape ensuite, ou bien on se revoit pour l'atelier numéro 2 la semaine machin, pour faire telle ou telle chose. C'est bien qu'ils sentent qu'il y a une continuité, parce que les ateliers isolés comme ça, qui ne sont pas dans un contexte général, c'est très compliqué pour les gens parce qu'ils s'investissent beaucoup de leur temps. Souvent, c'est ça les plaintes qu'il y a, c'est les gens, ils s'investissent du temps, ils investissent de l'énergie et en fait, il n'y a rien derrière. Donc ça, c'est très compliqué. Voilà. Et au service de quoi? C'est ce que j'ai dit tout au long du truc. Quel est le plus grand c'est quoi le plus grand? Ouais, bon, ça, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager, sachant que bien sûr, il y a plein des milliards de trucs à dire, hein, bien sûr, mais déjà, je pense que s'il y a ça, l'intention, la sécurité psychologique du groupe, le rythme, les contraintes, enfin les façons dont on va rythmer le truc, etc., et les livrables, déjà, il y a pas mal de choses qui sont balayées. Est-ce que du coup, ça, ça vous parle? Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Des compléments? C'était très clair, je trouvais, moi, sur les exemples. Ok. Et moi, je rejoins totalement le livrable, effectivement, avec la réunion post-it qu'on a déjà fait. Je comprends, mais je sais exactement où on va arriver. Ça va arriver nulle part. Moi, j'ai eu ça dès la première minute avec le DG, en plus, qui me dit, mais je sais exactement où on va arriver. Et, franchement, là, waouh, on est mal. Et finalement, il a embarqué. Il a été bluffé à la fin. Et il a été assez intelligent aussi pour le verbaliser. C'était sympa de sa part, parce que sinon, on serait resté quasiment sur ça pour les autres, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que, ouais, effectivement, il y en a qui sont un peu blasés parce qu'ils ont vécu des mauvais trucs. Et après, il y a aussi, effectivement, les choses aussi de comment est-ce qu'on intègre les personnes qui sont prises de décision. Enfin, c'est elles qui prennent les décisions. Ça, c'est pas toujours simple. Donc, soit c'est clairement dit en début d'atelier, en fait, il y a telle personne qui va être là pour prendre la décision. Donc, et telle personne, ils sont plutôt là en consultation, ou bien les personnes qui prennent les décisions, elles veulent être au même niveau que les autres, et du coup, tout le monde est au même niveau. Enfin, c'est des choses aussi à définir en amont. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont être jugées parties, ou est-ce que... oui, bien sûr, je vais envoyer le mapping. Je vais envoyer le mapping, tu l'auras par mail après. Et comment... Voilà, et en fait, ça, c'est des choses à bien caler en amont parce qu'il y a un truc, je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, facipulation. C'est de la facilitation qui manipule. Ça existe vraiment. Il y a vraiment des gens qui font ça, qui du coup, on dit, on va faire un atelier d'intelligence collective, mais c'est pour arriver à telle décision. En fait, on ne sait pas la décision normalement qui va être prise, en fait. On est là pour en décider ensemble. Et c'est pour ça que c'est très important de bien cadrer ça en amont. Si il y a des personnes qui vont être là pour prendre des décisions. C'est OK, hein, enfin, c'est juste que des fois, c'est l'organisation interne qui est comme ça et tout. Mais il faut le dire. Parce que sinon, les gens ils vont être trop énervés, quoi, de se dire, moi, j'ai donné mon avis, mais il n'a pas été pris en compte. Si, il a été pris en compte, sauf qu'il y a une personne derrière qui était là pour, voilà. Mais il faut que ce soit bien expliqué, tout ça, pour pas que les gens se sentent manipulés, quoi. Du coup, pour aller plus loin, hop,
Je vous présente aussi, j'ai un programme là qui va démarrer là en septembre, que j'ai créé parce que justement j'ai vu qu'il y avait c'est un programme plutôt destiné à des gens qui sont dans des métiers du design, qui en fait sont pas du tout préparés justement à faire tout ça, à animer des ateliers. Moi, ça a été mon cas en tout cas. J'étais formée en tant qu'ergonome et ensuite designer d'expérience utilisateur et ben, on m'a dit: «Bah tiens, vas-y Carole, anime un atelier». Bon, OK, mais je sais pas faire. Donc du coup, j'ai créé un programme pour ça. C'est un programme qui va être découpé en 8 séances. Donc c'est un programme en ligne avec des sujets pour chaque séance. L'idée, c'est qu'il y ait 6 personnes, une promo de 6 personnes qui se suivent pendant 3-4 mois sur 8 séances réparties en fonction des sujets. Et il y a aussi pour chaque personne un conseil aussi individuel, du bilan à 6 mois plus tard, un groupe de discussion et d'échange et aussi surtout une boîte à outils tout en un où les personnes pourront chercher des typologies d'exercices, et cetera. Enfin, l'idée, c'est de pouvoir être vraiment autonome à la fin du programme. Donc là, vous avez les informations pratiques. Donc le prix, c'est des visios en groupe de 6 et c'est de septembre à décembre. Et là, vous avez le lien si ça vous intéresse. Je vous laisserai aller voir ça si vous êtes intéressé. Et après, dans les ressources que j'ai à vous donner, donc il y a donc voilà, un article de blog, et cetera. Des livres, donc il y a celui-ci, là, Passer au design thinking, Gamestorming, donc c'est enfin, sachant que j'en ai plein d'autres, hein. Si vous allez voir là, ici, sur mes ressources gratuites, vous verrez, il y a une liste de livres, voilà, pour vous donner de l'inspiration sur les livres. En tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est les livres un peu comme ceux-là, qui sont des livres boîte à outils, où du coup, on peut venir piocher dedans les outils qui nous intéressent, etc. J'aime beaucoup ce genre de livre. Et c'est ces outils-là que j'utilise pour me trouver des idées d'activités que je mets dans mes ateliers. Je vous ai mis aussi d'autres événements. Vous avez aussi, si vous voulez pas acheter les livres, vous avez ce site-là qui est super bien fait avec plein d'outils, des fiches outils pareil expliquées. Et j'aime bien le mettre en exemple parce que c'est quand on débute, c'est hyper simple, très facile d'accès. C'est classé par typologie d'intention. Donc, est-ce que l'intention, c'est de décider? Est-ce que l'intention, c'est de trouver des idées? Enfin, je sais plus comment c'est nommé, mais c'est un peu ça. Et ensuite, vous avez aussi des templates déjà tout prêts pour vous inspirer de typologie de templates, de typologie de livrables qu'on veut proposer, et cetera. Voilà. Et ça, bien sûr, voilà, cette carte-là, je vous l'envoie par mail suite à un autre webinaire ensemble. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'enregistrement comme ça, si vous avez des questions à poser à l'oral, vous ne serez pas embêté avec ça. Hop, je vais couper tout de suite.